vont nous rejoindre. Bon, bonjour, bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de décision. Et la prise de décision est vraiment ce que nous appelons la réalité du gestionnaire. Ça veut dire quoi? Le gestionnaire est embauché pour prendre des décisions. Ça, c'est un fait. Et là, ce que nous allons faire, je vais essayer de partager avec vous l'écran. Et là, je commence par vous dire que la prise de décision est la réalité du gestionnaire. OK? Là, il y a plusieurs niveaux de prise de décision. Et il y a plusieurs approches de prise de décision. Là, nous allons commencer par vous dire que les décisions importantes, dans une organisation, il y a plusieurs décisions, comme je vous dis, il y a plusieurs décisions, plusieurs façons de prendre des décisions, mais on ne peut pas reposer la prise de décision sur le hasard, parce que on a tendance à prendre des décisions sans utiliser de méthode, sans utiliser d'approche. Il faut dire que le jugement est un élément important dans la prise de décision, mais lorsqu'un gestionnaire détient de l'information, ça va permettre à ce gestionnaire-là, ça va lui permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. C'est pour cette raison qu'on dit ici que la prise de décision ne repose pas sur le hasard. Plus les gestionnaires détiennent de renseignements sur la situation qui les concerne, mieux ces gestionnaires-là vont être capables de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Donc, là, il faut dire qu'avec ce que nous avons, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information, ça a permis, ou du moins cette idée-là, et c'est une idée qui a permis aux gestionnaires de prendre des décisions, mais en utilisant ces nouvelles technologies. Donc, on peut dire que ces nouvelles technologies-là ont permis quoi? La décentralisation de la prise de décision. OK? Là, je vous présente des éléments qui influencent la prise de décision. Il y a la personnalité de celui qui prend la décision, du preneur de décision, son expérience, sa philosophie de gestion, comment cette personne voit la gestion, ses compétences et aussi l'information qui est disponible. De l'autre côté, il y a les consommateurs parce qu'on veut quand même garder nos clients. Il y a l'environnement organisationnel. On peut même regarder l'environnement global, tout ce qui se passe, la politique, l'économie, etc. Et il y a les ressources disponibles. Je parle de l'autre côté. Il y a la capacité des équipements que nous utilisons et il y a la concurrence. Donc là, on regarde le niveau du risque aussi. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui vont influencer la prise de décision, qui vont influencer le gestionnaire dans sa prise de décision. Donc, là, je vais vous présenter, je vais tout de suite vous dire que la prise de décision, des fois, on est dans un terrain de certitude et des fois, on est dans un terrain d'incertitude. Lorsqu'on est dans un terrain de certitude, on appelle cette prise de décision-là la prise de décision programmée. OK?
Et lorsqu'on est dans l'incertitude, on dit qu'on est dans une prise de décision non programmée. Non programmée. OK? Donc, c'est ça ce que je viens de vous dire. Les décisions ne sont pas toutes prises avec la même assurance. Des fois, c'est prévisible. Hein? Des fois, c'est prévisible. Des fois, c'est imprévisible. Lorsque c'est imprévisible, ça nous prend beaucoup plus d'informations. Ça nous prend beaucoup plus d'informations. OK? Donc, lorsqu'il y a peu d'incertitude, c'est programmé, la décision est programmée. Lorsqu'il n'y a pas vraiment d'incertitude, on dit que lorsqu'il y a peu, c'est programmé. Lorsqu'il y a beaucoup d'incertitude, on dit qu'on est en face d'une décision qui est non programmée. Donc là, le gestionnaire doit faire preuve de beaucoup de créativité et d'utiliser des procédures. Il y a tout un processus de prise de décision que nous allons voir tantôt. D'accord? N'oubliez surtout pas que vous pouvez m'arrêter n'importe quand, chers amis. OK? Donc, pour prendre une décision dans un contexte d'incertitude, un individu peut se fier, dans un contexte d'incertitude, à son intuition, mais ce qui est risqué, à son sens, à son hasard. Là, c'est le hasard. Il peut utiliser son jugement, qui n'est pas totalement risqué, hein, mais il faut faire attention car un problème qui d'abord ressemble à une situation déjà vécue peut être la résultante de faits nouveaux. Là, le gestionnaire doit analyser tout ça dans le contexte qui leur a donné toutes ces décisions-là, toute cette situation-là. Et on doit analyser la chose. Et donc, nos expériences passées et notre vécu serviront alors à orienter notre comportement, mais non pas notre décision. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Ce n'est pas totalement risqué, mais c'est peu risqué. Donc, la rationalité, c'est une approche qui repose sur le respect d'un processus logique. Lorsque les décisions sont vraiment, lorsque c'est des décisions qui ne sont pas certaines, hein, là, le décideur ne doit pas se laisser guider par des liens émotifs. C'est ce qu'on appelle en anglais the emotional attachment, ni par des sentiments, c'est-à-dire en feelings, ni par son intuition. Hein? Et là, il y a un modèle à suivre, on appelle ça, ce modèle, le modèle de résolution de problèmes. Ce que je vais faire, je vais vous parler de ce modèle de prise de décision rationnelle et je vais aller tout de suite par vous présenter et tout ça, ce sont, on appelle tout ça les étapes. C'est un modèle, les étapes de résolution de problèmes. Ça, c'est le modèle rationnel. Et c'est tout un processus. On a un processus à suivre et vous allez voir ça. Et je commence par vous présenter tout ça. C'est vraiment la prise de décision en entreprise, ce qu'on fait. Et dans une usine, c'est un petit cas que nous allons voir ensemble, dans une usine qui fabrique des meubles ou fabrique des fermes de toit. Il y a le superviseur, c'est-à-dire le chef des opérations, est venu voir son directeur et il a dit « Monsieur le directeur, nous avons un problème ». Le directeur lui a dit « Que se passe-t-il hein? »
Et ça, c'est la première étape, c'est la description de la situation. Hein, une situation réelle ou souhaitée et qui va nous amener à la définition de ce problème. Donc, ce qui va à l'encontre des objectifs de l'entreprise. Parce qu'on ne sait pas encore, on est dans ce qu'on appelle un terrain mouvant, parce qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend. Donc, la première étape, c'est la description de la situation. La deuxième étape, c'est définir le problème. Donc, le superviseur a dit à son directeur ou le chef des opérations a dit, nous avons des retards dans nos échéanciers. Ça, ce n'est pas le problème. Ça, c'est la situation. Ou en d'autres termes, on peut dire, là, c'est pas encore le problème. On peut parler des signes, on peut parler des symptômes. C'est ça que je voulais dire, les symptômes. Mais lorsque le superviseur ou le chef d'opération a dit à son directeur, 2 clients menacent d'acheter ailleurs. OK? Donc ça, c'est le problème. Parce que 2 clients menacent. Les symptômes, c'est nous avons des retards. Et le problème, c'est 2 clients menacent d'acheter ailleurs. Là, il faut trouver les causes. C'est pour cette raison que il faut savoir les causes. Il faut savoir les causes. C'est pour cette raison qu'il faut avoir beaucoup d'informations. C'est l'importance d'avoir beaucoup d'informations. Et le chef a dit, je me suis renseigné avec la production, nous avons trop de commandes. Ah, nous avons trop de commandes. C'est un problème, mais c'est ce que nous appelons un paradoxe pour dire que c'est un heureux problème parce que on voit qu'on a trop de commandes. Que devons-nous faire? Et il a dit, quatrième étape, c'est formuler des solutions. Et nous pouvons engager de la main-d'œuvre, c'est une solution. Nous pouvons faire ce qu'on appelle faire appel à des sous-contractants, c'est aussi un autre problème, une autre solution. Et le directeur lui a dit quelle solution est la meilleure. Hein? Et on évalue les solutions. Lorsqu'on évalue ces solutions-là, il faut toujours les associer à la cause. Peut-on les appliquer? Quelles seront les réactions? Il faut tenir compte des gens impliqués. C'est important parce qu'on va prendre une décision importante. Il faut tenir compte de tout ça. Et ensuite, la sixième étape, on choisit la meilleure. On fait le choix selon les facteurs pertinents. Et selon l'analyse des solutions, le chef lui a dit, il faut engager de la main-d'œuvre. Et le directeur a dit tout simplement, je suis d'accord, il ne reste plus qu'à appliquer la solution, faire un plan de réalisation et évaluer les résultats, apporter des modifications s'il y a lieu. Donc, malgré quelques ajustements, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai fait que suivre les étapes de résolution de problèmes. La première étape, c'est la description de la situation qui nous amène à définir le problème. Ensuite, on trouve les causes, on formule des solutions, et on évalue les solutions, on choisit la meilleure solution et on applique la solution. OK? Et on évalue les résultats. D'accord? Donc, est-ce qu'on doit utiliser ce modèle pour lorsqu'on est en face des petits problèmes ou en d'autres termes, des problèmes insignifiants? La réponse est non. On utilise cette méthode seulement pour des problèmes complexes. OK? Et là, ce sont les étapes de résolution de problèmes qui a été proposée en 2005 par une professeure avec RE et Julie Massé. D'accord? Donc, je continue
avec les étapes de prise de décision. Comme je vous dis, ça va de l'incertitude à certitude lorsqu'il y a peu de risques, lorsque c'est une décision routinière, on utilise des procédures, on utilise des politiques, on peut même demander à un ordinateur de prendre cette décision-là pour nous et on utilise des méthodes quantitatives. Lorsqu'il y a d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes, l'intuition, le jugement, c'est important, ces deux éléments-là, l'intuition, notre jugement, et on utilise l'approche rationnelle et aussi la créativité lorsqu'on est en face de beaucoup d'incertitudes. D'accord? C'est ce que nous venons de voir. Maintenant, voyons les modèles de prise de décision. Les modèles. OK? Regardez, au carrefour du management, hein, et de la sociologie, les sciences politiques, la prise de décision est devenue une discipline, OK, à partir des années 50. Et c'est lorsqu'on commençait à faire face de beaucoup d'incertitudes dans le monde. Hein? Incertitudes à tous les niveaux politiques, incertitudes même, on peut même parler de sanitaire hein, avec le coronavirus. Et donc, on a remis en cause l'approche rationnelle. Ce qu'on a fait, ils ont proposé d'autres modèles. Il y a le modèle rationnel, bien sûr, le modèle de la rationalité limitée, le modèle politique, le modèle de la corbeille, et en psychologie, mais surtout en marketing, on utilise le modèle de la hiérarchie des effets. OK? On utilise le modèle de la hiérarchie des effets. D'accord? Le modèle rationnel, c'est ce que nous venons de voir. On se concentre sur une vision économique des choses, on regarde des buts, on fait un examen des alternatives et on fait c'est-à-dire on fait un choix, c'est ce que nous venons de voir, et on prend la décision. OK? Là, le modèle de la rationalité limitée. Alors l'autre, j'ai passé un peu à pieds joints, c'est parce qu'on vient de voir le modèle rationnel. Le modèle de la rationalité limitée, là, on est dans l'incertitude aussi, mais on ne peut pas traiter toute l'information. L'information que nous avons est imparfaite. Les acteurs ont des capacités de traitement de l'information limitées. Les acteurs sont en situation d'interdépendance stratégique, donc la décision ne sera pas parfaite, la décision sera vraiment une décision qui ne sera pas parfaite, mais c'est une décision qui sera limitée. On prend cette décision-là dans une rationalité limitée, parce qu'on n'a pas le contrôle de tous les paramètres. Hein? Cette décision ne sera pas parfaite, elle sera juste satisfaisante. Ensuite, on a le modèle politique. La politique, lorsqu'on parle d'intérêts, c'est un cycle de marchandage, de négociation. Le modèle politique, c'est pour vous dire que la décision va être prise par la négociation. OK? C'est ce qu'on fait en politique. Hein, on prend des décisions, mais dans une rationalité limitée parce qu'on n'a pas toutes les informations. Ensuite, il y a le modèle Corbeil, c'est une anarchie organisée. Il n'y a pas d'objectif vraiment, un processus de production peu matériel. Les gens, la majeure partie du personnel intervient. Chaque personne,
peut donner son point de vue, les membres participent de façon intermittente. C'est vraiment, c'est pour cette raison qu'on parle de corbeille à papier, on parle de garbage can. Hein? C'est parce que tout le monde intervient, la prise de décision répond au modèle de la corbeille, les décisions naissent de la rencontre entre un flux de problèmes, un flux de solutions, un flux de participants et un flux d'occasions de choisir. Donc là, on parle d'un modèle qui est un corbeille à papier. C'est un corbeille à papier. Et donc, ensuite, il y a le modèle de la hiérarchie des effets. C'est un modèle qui a été proposé par ce spécialiste-là qui fait encore école parce qu'on continue à utiliser ce modèle surtout dans le marketing et une décision est prise après 3 phases successives. Il y a la phase cognitive, c'est l'information qu'on a besoin, le consommateur s'informe sur le produit et recherche des informations pour mieux connaître le produit. Donc, cette phase, on appelle cette phase une phase cognitive. Ensuite, il y a la phase affective. Le consommateur va apprécier ou non le produit et il va structurer ses préférences. Et finalement, il y a la phase conative et il va décider soit d'acheter ou de ne... Alors, il va décider de l'acheter. C'est l'effort, c'est la volonté d'acheter le produit. Mais tout ça se fait à travers ces 3 phases. On reconnaît, on demande de l'information. Ensuite, ce qu'on fait, on fait un choix et on décide d'acheter. Et on utilise souvent, comme je vous dis, ce modèle. Les techniciens en marketing utilisent souvent ce modèle. OK? Donc, technologie de l'information et prise de décision. Maintenant, je vous l'avais dit au début, avec les technologies de l'information, ça devient beaucoup plus facile de prendre des décisions. On utilise des applications, des logiciels ces logiciels-là nous permettent de manipuler, d'organiser, d'analyser et de transmettre plusieurs données. Et on peut demander à la machine de prendre la décision pour nous, où on peut l'utiliser aussi pour avoir beaucoup plus d'informations, les technologies de l'information. Et là, c'est l'effet, ce qu'on appelle le bien-être des technologies de l'information. OK? La planification stratégique, là, c'est le comment. Planifier, c'est le comment faire. OK? Là, c'est un petit peu l'histoire de la planification stratégique. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça parce qu'on va en parler. Mais la planification stratégique, c'est un modèle qui a débuté à l'université Harvard et ce qu'on a essayé de faire au début, et je vous en avais parlé dans la première partie du cours, on a associé cette affaire-là à Hands-off, la planification stratégique. Et là, Hands-off a dit quoi? Que la planification a disparu, hein? Mais on est passé de la planification stratégique au management stratégique. Là, je vous demande de lire tout ça. C'est un petit peu l'histoire. La crise au niveau des années 70, la crise, c'était la crise pétrolière. Donc, on a vu qu'il faut réagir et rapidement. Et ce qu'on a fait, on a on a regardé ce qu'on a fait. La planification a connu une longue parenthèse. Ça veut dire, excusez-moi, une longue, lorsqu'on dit longue parenthèse ici, c'est pour dire que on l'a utilisée pendant longtemps, mais elle sera supplantée par le management stratégique. Dans le management stratégique,
on va tenir compte de beaucoup d'éléments, chers amis. C'est tout ce que je veux que vous sachiez dans cette partie-là. On va tenir compte de l'incertitude, on va tenir compte de l'environnement. Hein? Donc, on veut satisfaire le client, mais ce qu'on va faire, on va être comme un coach. Au lieu de dicter au client ce qu'on a fait, ce que le client doit faire, les décisions, par exemple, de lancer un produit, on va tenir compte de l'incertitude politique, on va tenir compte de l'incertitude économique. Hein? Donc, comme je vous ai dit au début, on va tenir compte de ce qu'on appelle l'intelligentsia. Ça veut dire on va regarder tout ce qui se passe avant de prendre la décision. Vous savez que la gestion stratégique, c'est la définition, la redéfinition, la mise en œuvre des choix fondamentaux qui concernent l'intention, les buts, les objectifs de l'entreprise. Donc, on va tenir compte de tout ça pour arriver à ce que nous appelons pour prendre la décision. Donc, dans la planification, on va voir qu'il y a une séquence logique et une série de décisions que nous allons prendre, que nous prenons, mais en fonction de la réalité. Donc, tout cela pour vous dire que la décision avec le management stratégique, on doit tenir compte de tous les faits au lieu d'aller, au lieu de prendre la décision tout simplement de façon, ce qu'on appelle fonctionnelle, ça veut dire mettre en place ce qu'on devait faire et puisqu'on sait déjà, on sait qu'on peut avoir des résultats et on ne tenait pas compte de tout ça, on tenait compte seulement de la rationalité et là, on a pu réaliser qu'on doit tenir compte de beaucoup plus de paramètres comme l'environnement interne, mais l'environnement externe, chers amis. Je vous donne 1 minute et 30 secondes pour poser des questions et je reviens. Je vais vous envoyer tout de suite un autre lien pour pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pour tout le monde? Oh, oh. Ça va? Ça va, oui, monsieur. OK. OK, ce que nous allons faire, il est 3h52 et lorsque on reprend exactement à 4h. OK, chers amis. S'il vous plaît, venez à l'heure, hein, venez à l'heure. On reprend exactement à 4h. Merci beaucoup. D'accord, monsieur. On vous attend, monsieur. Et à bientôt. OK, merci. Bon, à bientôt.